Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au grand débat sur les antennes de Cam10 Télévision. C'est clair, 318 partis politiques animent l'arène politique au Cameroun aujourd'hui contre un seul en 1990. C'est clair, nous parlerons aujourd'hui de multipartisme au Cameroun 30 ans après. Où en est-on? Quel impact sur le quotidien des Camerounais? Plusieurs partis politiques pour quels résultats? Des questions qui constitueront en fait l'ossature du grand débat édition de ce jour sur les antennes de Cam10 Télévision. Alors que le Cameroun est confronté à la montée en puissance d'une deuxième vague de pandémie de coronavirus, plus meurtrière encore que la première, et que des interrogations fusent émergent de partout au sujet de la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de la création d'une task force pour la riposte contre la Covid-19 logée à la présidence de la République du Cameroun. On en parle ce matin dans le cadre de ces 120 minutes de télévision. Et ce matin, ils seront hommes politiques, ils seront acteurs de la société civile, ils seront même femmes politiques, analystes politiques à décortiquer, sinon à analyser les thèmes soumis ainsi à votre réflexion. Ainsi, à ma gauche, je reçois sur ce plateau ce matin Hassan Fouapon, consultant permanent à Cam10 Télévision. Bonjour. Bonjour, monsieur Joël Siné. Comment vous allez? Non, je vais bien ce matin. C'est toujours un bonheur d'être parmi vous les dimanches. Et donc, je profite de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à ceux qu'on ne voit pas toujours à la télé, nos différents techniciens qui nous accueillent, nos différents maquilleurs qui nous pomponnent lorsque nous arrivons. Et par là également, je vais dire bonjour à mes illustres copanélistes ainsi qu'à nos différents téléspectateurs. D'accord, merci à vous d'avoir accepté une fois de plus notre invitation ce matin. De l'autre côté, répond présent le président Aladi, on va le dire ainsi, hein, Aladi Baba Garba. Je rappelle que vous êtes président du comité directeur de l'UPC. Finalement, c'est la plus grande instance du parti. Je suis le président du bureau du comité directeur. Ah, voilà, du bureau. Merci bien. Voilà. Comment vous allez ce matin? Très bien, très bien. La première fois que vous êtes avec nous sur ce plateau, on vous souhaite officiellement la bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je profite aussi de ma présence ici pour dire bonjour aux panélistes et aux militants de l'UPC et à vos multiples téléspectateurs. D'accord, merci bien. Alors également avec nous ce matin sur ce plateau, Florence Dikoumé, communicante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, très étincelante ce matin. Bien le bonjour. Bonjour monsieur Wende, bonjour à tout le panel, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est issue d'inviter nos militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de se rendre, n'est-ce pas, dans les cellules pour les nouvelles inscriptions. Et pour ceux de nos sympathisants qui veulent effectivement militer, je voudrais leur annoncer que le sommet politique a été validé et que maintenant ils peuvent avoir une carte de membre en se dirigeant, n'est-ce pas, dans les comités de base pour pouvoir s'inscrire et entrer en possession des cartes d'adhésion. D'accord, merci bien. Message passé également sur ce plateau. Abel Elimbi Lobé qui nous vient de Douala, homme politique, vous allez me corriger tout à l'heure, responsable de la coordination Kautal au Cameroun, c'est bien ça? Bien le bonjour. Bonjour, ce n'est pas ça. Ok. Et vous contribuez à égarer un peu vos téléspectateurs. La plateforme Kautal n'est pas un parti. C'est le nom qu'on a donné à une stratégie électorale qui, malheureusement, comme par le passé, est la stratégie d'union qui s'impose aux forces du changement est de nouveau en train de risquer d'être galvaudée par des gens comme M. Kamto et consorts qui ont refusé l'idée de l'union au moment où elle était plus que jamais indispensable. C'était la veille des élections et présidentielles et législatives et municipales. Ces gens qui se sont réunis dernièrement ici à Yaoundé puis qui aiment subitement l'union sont ceux qui ont refusé l'union au moment où le peuple du changement en avait le plus besoin. C'est quand ils ont perdu l'élection présidentielle parce qu'ils ont voulu jouer chacun cavalier seul. Ils sont entrés dans des combats contre le président élu de la République en développant des actions de combat solitaires. Ils ont refusé l'union dans le combat
parce qu'ils n'avaient pas la même vision des résultats de l'élection présidentielle. Tous les partis qui se sont retrouvés avec M. Kamto ne croyaient pas que Kamto a gagné l'élection présidentielle. C'est pourquoi ils ne l'ont pas soutenu dans sa lutte. D'accord. Quand tout ça est passé, ils vont aux élections législatives en rang dispersé. Personne ne veut l'union. Ils perdent tous. Et je pense que nous allons faire le bilan de 30 ans de l'opposition. Ça se trouve là-dedans. C'est quand tout ça est fini. Quand Kamto s'est retrouvé dans une situation où il n'est plus susceptible d'être investi par le MRC en 2025, qu'il découvre subitement les vertus de l'unité d'action. Et il veut être le centre de l'unité d'action. Il ne le sera pas tant que je suis là. D'accord, naturellement. On va y revenir dans un très court instant. Le temps pour nous de prendre le round-up de l'actualité, le résumé de l'actualité nationale et même internationale tel que traité par la rédaction centrale de Cam10 Télévision. Ce round-up porte l'estampille, la signature mature, l'empreinte vocale, la griffe de Roland Dentil. Ouvrons cet exercice par les 30 ans de multipartisme au Cameroun. L'on aurait du mal à croire que les 317 partis politiques qui animent aujourd'hui la scène politique camerounaise n'étaient pas visibles et opérationnels il y a peu, car l'activité des partis politiques n'a évolué qu'au cours des 3 dernières décennies. Avant 1990, il n'en existait qu'un seul, l'Union camerounaise, parti au pouvoir fondé par le premier président Amadou Ahidjo, et qui a évolué vers l'UNC, entendez, l'Union nationale camerounaise. En 1985, celui-ci est remplacé par le RDPC. Le règne du parti unique se poursuit néanmoins jusqu'en décembre 1990, quand les fondations d'une nouvelle société plus libérale et démocratique sont posées sous le régime du renouveau, promu par le président Paul Biya dès 1982. Dès lors, une nouvelle législation concernant les associations, les partis politiques, les réunions et les manifestations publiques est adoptée. Les Camerounais peuvent désormais participer librement à la vie politique de leur pays, briguer un mandat ou s'affilier à l'association de leur choix, dans le cadre des lois organisant la jouissance par tous de nouvelles libertés accordées. Quoi qu'il en soit, le pluralisme politique a véritablement émergé au cours de cette période. La seule année 1991, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, s'est retrouvé avec 57 concurrents ambitieux, parmi lesquels l'UPC, le SDF et bien d'autres. Depuis 1992, des élections compétitives sont organisées jusqu'à ce jour sous le nouveau paradigme. Même si Paul Biya est sorti vainqueur de toutes les présidentielles auxquelles il s'est présenté, son parti n'a plus été le seul à gérer la cité. Cependant, certains estiment que le multipartisme cohabitant avec un monoprésident est signe d'échec, car, pour citer Carlos Ngoualem, au cadre du parti d'opposition SDF à Douala, le bilan du processus démocratique depuis 1990 est un bilan mitigé. L'alternance qu'on souhaitait n'est pas arrivée 30 ans après. Nous avons certes obtenu le multipartisme, mais nous n'avons pas obtenu la démocratie. Fin des citations. D'autres par contre, à l'exemple du professeur Wonangini, déclarent que le multipartisme est la caractéristique d'un régime politique où la liberté permet à plus de 2 partis de participer au débat politique. Il implique aussi que les autorités acceptent les sensibilités politiques qui leur sont étrangères. Donc, le pluralisme politique a impacté positivement le Cameroun. Au final, c'est 30 ans d'anniversaire et 30 ans de maturité que le Cameroun célèbre. Parlons de toute autre chose à présent et intéressons-nous à la santé. Les premières doses du vaccin chinois Sinopharm, réceptionnées depuis le 11 avril, ont commencé à se faire utiliser et en tête de liste, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, suivi du personnel de santé et de quelques volontaires. La première vague de 200 000 doses de vaccins anti-Covid permettra de poursuivre l'opération progressivement sur l'ensemble des 10 régions du pays. Approuvé par plus de 30 nations dans le monde entier, ce vaccin se présente sous une formulation liquide de flacons monodoses d'une contenance de 0,5 ml par dose et est administré en 2 doses avec un intervalle de 21 jours.
Restons dans les contours du coronavirus pour parler cette fois de la création d'une task force pour la riposte contre la Covid-19 qui est logée à la présidence de la République afin de permettre à celle-ci de prendre à main la gestion de cette maladie dans le territoire. L'on se demande tout de même si cette décision du chef de l'État viendra rétablir le calme car elle intervient au moment où le Cameroun fait face à une deuxième vague plus meurtrière de Covid-19 et que des interrogations émergent au sujet de la gestion de fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Tout compte fait, c'est dans une conférence de presse conjointe tenue mercredi dernier à Yaoundé que le gouvernement, par les voix des ministres de la Santé et de la Communication, a réitéré sa détermination à protéger les populations contre le coronavirus à travers, je cite, la mobilisation des fonds pour acquérir d'autres doses. Fin de citation. Il est donc clair que le gouvernement multiplie les efforts pour stopper définitivement cette pandémie. L'économie cette semaine a été marquée par le tabac et ses produits dérivés qui ont connu une standardisation des prix. En effet, c'est à la suite de la ratification par le Cameroun du protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac que de nouvelles normes ont été homologuées. Aussi, une signature de convention avec l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises pour une durée de 5 ans a fait bénéficier 4 PME camerounaises d'une enveloppe de 4 millions de francs CFA. Et cette initiative vise l'incitation à l'investissement. Économie toujours, la Banque centrale prévoit pour l'année en cours un taux de croissance du PIB à 1,9% contre moins 2,1% en 2020. Et c'est le résultat de la première session du comité de politique monétaire qui s'est tenue par visioconférence le 13 avril dernier. Il en ressort aussi que la CEMAC prévoit une meilleure avancée économique en 2021 pour ses États membres. Voici, chers téléspectateurs, l'essentiel des faits qui ont animé cette semaine qui s'achève. Des faits qui seront vus et revus par les panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. D'accord, merci bien à Roland Dentil pour la signature de ce round-up de l'actualité tel que traité par la rédaction centrale de Cam10 Télévision. Round-up dans lequel nous avons pu apprécier ou alors sinon être davantage informés sur le bilan, on va le dire ainsi, des 30 années de multipartisme au Cameroun. Aladi Baba Garba, vous faites partie, on va dire ainsi, de cet échiquier politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a lieu de parler de 30 années, il y a lieu de parler de bilan après 30 ans? Oui. Voyez-vous, on ne peut pas parler de 30 ans de multipartisme au Cameroun sans toutefois jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ouais. La nouvelle génération pense que le multipartisme a commencé au Cameroun dans les années 90. Malheureusement, c'est faux. Rappelez-vous bien que bien avant l'indépendance, je dirais, le multipartisme existait au Cameroun. Et même après l'indépendance, jusque dans les années 66, nous avons connu, on était très jeunes, c'est vrai, mais il y avait des débats d'opinion dans les partis politiques différents. C'est vrai, le contexte n'était pas le même. Avant l'indépendance, il y avait l'engouement de l'indépendance. Depuis le discours de Brazzaville en 1944, on a donné aux Africains la possibilité de se réunir en association, ce qui n'était pas possible avant. Et la première association politique qui s'est créée à l'époque, c'était d'abord le syndicat. Du syndicat donc est né l'UPC en 1948. Et l'UPC était le premier parti politique dans la circonscription française de l'époque. Et qu'est-ce qui a fait la force de l'UPC en ce temps-là? C'était le mot d'ordre, c'était l'objectif visé par ce parti, l'indépendance. Aujourd'hui, ma foi, lorsqu'on parle d'indépendance, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais consultez nos grands-parents. Ce mot indépendance était interdit de prononcer. Mais l'UPC a osé non seulement à prononcer le mot indépendance, mais de l'amener dans les institutions.
de l'époque. C'était vraiment osé, en 1948. Eh bien, l'UPC était le seul parti. Au vu de la force montante de ce parti-là, qu'est-ce que les colons ont fait? Ils ont fait ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est-à-dire créer des partis fantômes, d'autres petits partis pour faire face à l'UPC. Et c'est là qu'on parle maintenant de démocratie en cette période-là. Il y avait des débats, mais focalisés sur le seul thème qui était l'indépendance. Après l'indépendance, malheureusement, l'UPC n'a pas eu à prendre le pouvoir. Dommage. C'est un de ces partis fantômes, en l'occurrence le Bloc démocratique camerounais, BDC, c'est comme ça qu'on l'appelait, qui avait comme mentor M. Odjoula, et comme meneur d'hommes Aïdjo, et les autres. Mais les autres partis aussi, qui avaient été créés, malheureusement, se sont divisés. Un véritable débat démocratique est né. Vous vous rappelez, en 1966, le président Aïdjo, voyant que son pouvoir était menacé par les partis politiques, a commencé à mijoter le parti unique. C'est ainsi qu'il a demandé à tous ces partis de se réunir pour faire un seul parti. Certains dirigeants des partis de l'opposition de l'époque se sont opposés. Mal leur en a pris. C'était des députés de l'époque. Malgré leur immunité parlementaire, ils ont été en prison. Je peux citer les noms. Il y avait Maïma Tip, il y avait Bébé Idi, je crois, il y avait Mbida, il y avait Okalacha, pour ne citer que ceux-là. Ils ont été emprisonnés parce qu'ils voulaient maintenir la flamme de débat démocratique. Comprenez donc que le débat multipartite n'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Malheureusement, ça a été stoppé par cette histoire de parti unique. On est passé de l'UC à l'UNC, de l'UNC au RDPC. Et une léthargie est tombée dans la population camerounaise. Le débat politique était mort. Nous sommes restés longtemps. Et je dois, quoique étant de l'opposition, remercier le président Paul Biya. Grâce à lui, dans les années 90, il a autorisé la création des autres partis politiques et des débats politiques. Beaucoup pensent que le multipartisme a commencé donc en cette période-là. Vous comprenez que non. Bien avant, il y avait bien un débat démocratique. Mais c'est cet effacement de cette période-là qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de multipartisme, on oublie ce qui s'est passé avant. Ce rappel n'est pas inutile. Ouais. À partir de ce rappel, donc, vous voyez, nous partons en étapes. De la colonisation à l'indépendance, de l'indépendance aux années 90. Quel bilan? Maintenant, des années 90 à nos jours, une foultitude de partis politiques est née. Quel bilan? Je crois que c'est un sujet de débat, hein, sérieux, et même de recherche. Justement, et c'est à l'ordre du jour ce matin. Alors, Florence Dikoumé, c'est pratiquement 3 mutations qu'on vient d'entendre là. D'abord l'UC, ensuite l'UNC, maintenant le RDPC, qui est le parti au pouvoir. Plus d'une trentaine d'années après, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut faire un bilan? Si oui, le bilan est-il positif ou alors il serait négatif? Parler de bilan positif, négatif, ça dépend de quel côté du prisme on se tient. En tant que multipartisme, bien évidemment, en tant que militant du RDPC, je ne pourrais que vous dire oui. Oui, parce que si vous avez suivi l'aîné parler tout à l'heure du multipartisme qui a existé avant l'indépendance et qui a été stoppé net, mais qui, grâce, n'est-ce pas, à l'homme du renouveau, revient à l'ordre du jour avec une libéralisation vraiment de la société. Vous comprenez que beaucoup de choses ont évolué. Il y a même des ordonnances même qu'il faille souligner, qu'il a eu à abroger. L'ordonnance, par exemple, de mars 62 sur la répression et
c'était quoi déjà? C'était sur la répression qu'il a eu à abroger. Pourquoi? Parce qu'il fallait amener les Camerounais aujourd'hui à pouvoir être libres, être libres, n'est-ce pas, d'appartenir à des associations politiques de par leur propre choix. Nous avons aujourd'hui le retour du débat politique qui également avait annulé sur les plateaux de télévision. On a les grandes messes du dimanche, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'existait pas avant cette période-là. Donc, la liberté d'expression est devenue, n'est-ce pas, le leitmotiv, n'est-ce pas, de cette société libérale. Et au-delà, n'est-ce pas, de cette liberté d'expression, nous avons aujourd'hui des Camerounais capables, n'est-ce pas, de prendre sur eux, de briguer à des postes électifs dans les différents partis politiques, ce qui n'était pas faisable. Nous avons déjà ici, à 92, un parti d'opposition qui était loti, n'est-ce pas, à l'hémicycle d'Ongouaïkele, qui était tributaire d'un groupe parlementaire, ce qui ne se faisait pas avant, à l'époque du parti unique. Donc nous avons même un comité des droits de l'homme qui a vu le jour, ce qui n'existait pas. Ce qui veut dire que le Camerounais, dans sa globalité aujourd'hui, peut effectivement dire qu'il y a eu un démarrage effectif. Parce qu'au-delà de ça, il y a eu liberté des associations, liberté, n'est-ce pas, des réunions, liberté. On a un foisonnement des associations de ressortissants de temps de telle région. On a un foisonnement, ça dit que d'organes, de libérés, ça dit qu'à l'échiquier national. Et aujourd'hui, c'est certains même qui estimaient qu'il y avait récession avant, qui crient même déjà un peu à haut là. Mais non, il n'y a pas lieu de crier haut là parce qu'il n'y a pas de débordement. Parce que ce sont des choses qui se font dans la discipline, dans la loi et qui obéissent, n'est-ce pas, à un certain ordre. Donc les choses ont évolué, on a une démarcation aujourd'hui, il y a des leaders d'opinion qui revendiquent haut et fort leur appartenance et même à bien beaucoup de projets de société, pourquoi pas, même si pour la plupart du temps, ce sont des sociétés qui ne sont pas tout à fait compétitives, mais tout de même qui aident certains Camerounais. D'accord, merci bien. Alors, Abel Elimbi Lobé, d'où est venue finalement l'idée du multipartisme au Cameroun? Pourquoi on est parti du parti unique à maintenant le multipartisme? D'où venait l'idée? L'idée est consubstantielle aux besoins humains de liberté. C'est une manifestation de la liberté d'association qui est une liberté innée à l'homme. L'homme n'est pas fait pour qu'on l'embrigade. Nous avons des penseurs qui disent que l'homme n'est libre. Donc, il y a eu des situations, des évolutions politiques motivées par certains penseurs qui ont estimé que dans certains environnements, comme chez nous, en Afrique, avec une pluralité de communautés ethniques, la liberté d'association pouvait représenter un danger pour l'édification d'une société avec cohésion. Donc, des gens ont théorisé les partis uniques. Mais les partis uniques n'ont pas seulement été en Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Europe de l'Est a connu les partis uniques. Là-bas, ce n'est pas... la raison n'était pas le foisonnement des ethnies. C'était le contrôle du pouvoir. En Albanie, en Bulgarie, l'Union soviétique est le creuset du pensée unique, du parti unique. C'est-à-dire que c'est là-bas que ça a été véritablement théorisé avec l'avènement de Lénine au pouvoir. Et ça a été copié dans de nombreux pays de l'Asie, avec notamment en Chine, avec le Parti communiste chinois, qui demeure jusqu'au moment où nous parlons, le parti unique là-bas. Parce qu'il ne faut pas croire que les partis uniques ont disparu dans le monde. Il existe encore des pays à parti unique. Si vous allez en Ouzbékistan, si vous allez en Corée du Nord, etc., vous allez voir que il existe encore des sociétés qui, sur le plan politique, n'ont pas encore franchi ce pas qu'on aurait dû jamais empêcher. Donc le retour au multipartisme c'était une demande naturelle. C'était une demande naturelle. Monsieur Baba vous a fait sommairement l'historique de la vie politique camerounaise. Elle n'a pas commencé par le parti unique. Peut-être qu'en Chine ou en Ouzbékistan, ça a commencé par le parti unique. Mais ici, au Cameroun, et dans l'ensemble des colonies françaises d'Afrique,
en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, etc., la vie politique n'a pas commencé par les partis uniques. Ça a commencé par la liberté de créer des partis, et il y a eu plusieurs partis avant les indépendances en Côte d'Ivoire, et en même temps qu'il y avait cette liberté, on a vu naître la nécessité d'une conjugaison des forces, et les partis aspiraient à s'unir pour former des ensembles politiques beaucoup plus grands. C'est l'origine de la naissance du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui rassemblait sous la férule de Houphouët-Boigny un certain nombre de partis politiques leaders dans leur pays. L'UPC a fait partie du Rassemblement démocratique africain et bien d'autres partis. Donc, ce sont des besoins naturels des hommes. C'est leur limitation qui crée problème. C'est leur limitation. Or, l'avènement du parti unique était une limitation de la liberté d'association. C'est pour ça que l'UPC a combattu le parti unique. Et avec raison, mais il a été vaincu. Mais l'UPC a été vaincu pour un temps seulement. Parce que, en réalité, l'UPC avait raison de refuser le parti unique. Puisque nous sommes finalement revenus à la liberté d'association, qui est une liberté inhérente à l'homme. Donc je pense que M. Baba l'a dit, il ne faut pas que la nouvelle génération se trompe sur la nature des débats. Et il n'y a pas de honte à reconnaître que Ahidjo, lui, il a instauré le parti unique. Lui-même n'a pas mis fin au parti unique. C'est Paul Biya qui a accepté que le parti unique disparaisse. Il pouvait aussi refuser. Paul Biya aurait pu en 82, 85 et tout ça jusqu'en 92 continuer à lutter pour qu'il n'y ait pas de parti unique. La preuve, c'est que ne faut pas se tromper. Si vous allez au Rwanda, que certaines personnes citent un exemple, au moment où nous parlons au Rwanda, vous n'avez pas la liberté de parler à la télévision. Kagame, qui est un ancien du parti unique de Habyarimana, et qui est entré en dissidence pour des raisons que nous connaissons tous, la bataille entre les Hutus et les Tutsis, qui n'avait rien à voir avec la politique, qui était une bataille sur un autre plan, c'était de l'ethnofascisme, certaines ethnies estiment qu'elles sont supérieures à d'autres, etc. Kagame est arrivé au pouvoir, il n'a pas reconnu la liberté à ceux qui le contestent de créer des partis d'opposition. Il a liquidé pratiquement tous ses anciens compagnons de lutte qui ont estimé à un moment donné que la ligne de Kagame n'était plus la bonne. Il ne leur a pas reconnu la liberté d'association et de créer des partis. Certains sont, on est allé les tuer en Afrique du Sud, etc. Donc il y a encore en Afrique et à travers le monde des gouvernements, des acteurs politiques qui refusent l'avènement du pluralisme politique. Paul Biya, lui, ce n'est pas parce que dans le RDPC, il y a eu des gens qui ont fait des marches contre le retour du multipartisme. Ces gens ont posé aussi eux-mêmes des actes de liberté. Ils étaient en train d'exprimer leur opinion. Mais la ligne du parti a été laquelle? La ligne du RDPC a été laquelle? Ça a été qu'il faut accepter la concurrence. Et le président du RDPC qui engage la parole du RDPC, et puis la parole, il a fait un discours dans un congrès où il a dit à tous ses militants qu'il faut s'habituer à la compétition politique. C'est ça la position officielle du RDPC, l'acceptation du retour au multipartisme. Ce que je dis là ne veut pas dire qu'ils ont accepté ça de gaieté de cœur. Ça a été le fruit d'une lutte. Il y a eu une grande lutte avec tout ce que nous avons vu, les villes mortes et patati et patata. Tout ça, ça a amené. Mais en même temps que nous disons que c'est une lutte de l'opposition, c'était une demande de l'opposition, il y a en face une acceptation du parti qui était au pouvoir et qui était le parti unique, qui n'a pas mené une lutte essentielle contre
l'avènement du multipartisme, parce que Paul Biya aurait pu engager le RDPC dans une lutte à mort en disant ok, on arrête tout le monde, on met tout le monde en prison comme c'était au temps du président Ahidjo. Il aurait pu continuer dans cette ligne-là. Personne ne sait ce qui serait advenu. Peut-être qu'il aurait été vaincu, peut-être que c'est maintenant que la victoire allait arriver, peut-être qu'il aurait vaincu en maintenant le parti uni, parce que la lutte pour le multipartisme en Chine existe depuis, ce n'est pas encore arrivé. Le parti communiste qui est au pouvoir continue à être le parti unique. Donc personne ne sait ce qui serait arrivé. Il faut donc raison garder, faire la vérité de l'histoire, comme Baba vient de le dire. Lui, il a estimé qu'il faut remercier le président Biya. Moi, je ne remercie pas le président Biya. Je reconnais simplement qu'il a accepté l'ouverture politique, n'a pas combattu ça. Il n'a pas combattu ça. Il n'a pas mis les gens en prison en désordre, tué les gens comme ça s'est passé sur Ahidjo. Ahidjo a combattu le multipartisme. Les gens sont allés en prison. Les Anissé Ekane, les Jean-Jacques Ekindi et bien d'autres. Et puis il y a eu même des morts, comme les bébés Yidi qui étaient des supécistes à l'époque. Les Mahima Tip sont allés en prison, même si après on l'a élargi. Il est même devenu vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque. Il y a eu du sang qui a coulé parce que les gens refusaient le parti unique. Ahidjo les a combattus. Biya n'a mis personne en prison pour le parti unique. Donc, il faut reconnaître les faits, et l'opposition, et je dis toujours ça à mes amis de l'opposition, nous avons la mauvaise manière et la faiblesse de croire que quand on reconnaît un mérite à l'adversaire politique, c'est que on est en train de trahir la lutte. Mais si l'adversaire politique a un mérite, vous ne pouvez pas occulter ça toute la vie. Vous pouvez refuser de reconnaître ça quelque temps. L'histoire a enregistré néanmoins que le président Biya n'a pas combattu le retour du multipartisme. Il a compris l'ère du temps, il s'est inscrit dans l'ère du temps, il a laissé faire ce que le temps voulait que les choses fassent, et ça, on voit qu'il a eu raison dans la mesure où le multipartisme est arrivé. Ça n'a pas empêché le RDPC de rester au pouvoir. Donc ceux qui croyaient que l'avènement du multipartisme va entraîner l'éviction du RDPC, ils ont mal vu les choses. Mais en même temps, l'opposition a marqué un coup, un pas, un point positif dans la lutte pour l'émancipation de la société. Ceux qui ont lutté dans les années 90 pour le retour au multipartisme, ils ont bien fait. Ils ont pris une position positive pour la société. Aujourd'hui, tout le monde jouit du multipartisme, y compris les nouveaux illuminés qui sortent du RDPC et qui découvrent subitement que l'opposition peut être quelque chose de bien. D'accord. Ils se déclarent même leader de l'opposition. On reviendra. Tout ça, ce sont les fruits des luttes de l'opposition et de la bonne lecture du temps de M. Biya, qui était en charge de la conduite des affaires publiques à ce moment-là. D'accord, on va revenir sur les nouveaux partis politiques qui sont dans l'opposition tout à l'heure. Alors, Hassan Fouapon, c'est clair quand même que ça fait plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, on parle de 318 partis politiques dans l'échiquier, si je ne me trompe pas, l'échiquier politique au Cameroun. On a envie de se demander pourquoi faire. Mais bien évidemment, la consécration du multipartisme, comme on a dit, consacre en même temps la liberté de chacun de créer un parti politique. Peut-être qu'on reviendra sur le contenu même de ces partis politiques, mais avant, revenant un peu sur ce que mes copanélistes ont dit, je pense qu'il est important, d'après tout ce qu'ils ont dit, d'établir une distinction entre l'opposition politique et le multipartisme. Parce qu'en fait, une opposition politique peut même exister en dehors du multipartisme. Rappelez-vous que les rois Douala Manga et Madola ont été assassinés par le système colonial allemand, alors qu'ils ne représentaient pas forcément un parti politique. C'était l'opposition politique à un système gouvernant. Le parti politique n'est qu'un cadre officiel d'expression d'une idéologie politique, mais l'opposition politique peut exister même en dehors d'un multipartisme. Maintenant, le multipartisme n'implique pas forcément l'opposition politique. C'est pourquoi le représentant de l'UPC parlait en fait de ce qu'on peut appeler des partis. Il a utilisé un terme où il a dit des partis fictifs, ou alors ce qu'on peut appeler un multipartisme de façade, où il existe une multitude de partis politiques, mais qui en réalité ne font qu'accompagner le parti gouvernant et ne lui posent aucun problème dans
dans ses efforts pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, plusieurs partis, pourquoi faire? C'est une question bien évidemment pertinente, puisqu'on se rend compte que si on reste dans la logique de 30 ans de multipartisme, qui de mon point de vue est quand même une logique qui ne tient pas, puisqu'on parle ici plutôt du retour au multipartisme en 90 et non pas de la naissance du multipartisme. Le multipartisme a toujours existé. Il y a eu un moment où de manière officielle on a mis fin à la liberté d'expression politique et donc forcément à la possibilité des citoyens de créer des partis politiques. Mais il y a eu un retour en 90 grâce effectivement à un mouvement international qui a aussi été accepté au Cameroun, parce que celui qui dirigeait à l'époque aurait pu ne pas accepter le mouvement international. Maintenant, la consécration du multipartisme a donné l'occasion de créer des partis politiques. Il n'est bien sûr pas mauvais pour chacun que chacun veut créer un parti politique, mais la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est généralement comment naît un parti politique, comment naît même un parti dit d'opposition. Vous allez vous rendre compte que le véritable problème des partis d'opposition au Cameroun, c'est que la plupart des leaders de ces partis sont des transfuges du RDPC. Et donc, ce ne sont pas des partis d'idéologie. Parfois, ce sont des partis de rancune. Ce sont des partis pour, en quelque sorte, régler des comptes personnels. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, le combat qu'on veut mener ne marche pas. Parce que quand on n'a pas quelque chose de concret, lorsqu'on n'a pas une ligne, une feuille de route bien établie, et que la seule chose qu'on a, ce sont des invectives, des attaques personnelles, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui qu'au Cameroun, en dépit de la multitude de partis politiques qui existent, on a de la peine à identifier des offres véritables, des offres pertinentes. Je ne jette pas l'anathème sur tous les partis politiques qui existent au Cameroun, mais je dis tout simplement que il y a des partis effectivement de façade qui ne sont pas nécessairement créés par le parti au pouvoir, mais des gens qui créent des partis politiques du jour au lendemain pour des raisons qui ne sont pas des raisons fondamentales d'un parti politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir qu'en dépit de ces multiples partis politiques, très peu sont représentés valablement sur le plan national, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les collectivités territoriales décentralisées, parce que pour la plupart du temps, ce sont des faits valoir en réalité. D'accord. Alors, Aladi Garba Baba, vous êtes dans le bureau du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. Vous avez écouté ce que Hassan Fouapon a dit. On parle naturellement, questionne finalement le contenu de ces partis politiques, parce que ça fait un peu plus de 30 ans aujourd'hui qu'on est revenu au multipartisme au Cameroun, avec un seul président, le président Paul Biya, qui est toujours là. Est-ce à démontrer la faiblesse des autres partis politiques, ou alors simplement que vous n'existez pas? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Voyez-vous, le parti politique, lorsqu'on parle de parti politique, malheureusement au Cameroun, dans la foultitude des partis politiques que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que à 80%, entre 80 et 90%, tous ces partis politiques ont des connotations régionales ou tribales. Oui. Vous n'allez pas me refuser cela. Tout de suite, quand on dit UNDP, on voit le nord. On dit MRC, on voit l'ouest. On dit RDPC, qu'on le veuille ou non, on voit le sud, le centre et le sud. Voyez-vous? Bon, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les créateurs des partis politiques n'ont pas compris qu'un parti politique repose sur une idéologie. Et je doute fort que 317 partis politiques représentent 317 idéologies au Cameroun. Ça, j'en doute. Il ne faut pas me le démontrer. Bon. Il y a Célestin Diaben qui a créé son parti, hein, donc ça va faire 318. Ça fait 318. Ok. Donc, je ne vais pas critiquer les partis politiques, mais je veux parler de mon parti politique UPC, de son idéologie. Et je crois que les querelles que nous avons à l'intérieur de notre parti proviennent de cette notion d'idéologie. L'UPC a été créé avec 3 objectifs. La réunification des 2 Camerouns, l'indépendance du Cameroun et l'élévation du standard de vie, comme on l'appelle dans notre jargon, du Camerounais.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille parler encore de l'indépendance. On a beau parler de néocolonialisme et de tout ce que vous voulez, je ne pense pas qu'il y aura encore une deuxième indépendance. Prendre encore la lutte de l'indépendance comme étant une idéologie d'un parti politique aujourd'hui, je crois que c'est taper à côté. Je reconnais que l'indépendance et la réunification du Cameroun ont été reçues d'une manière bancale, puisque aujourd'hui, cette réunification dont on se targue, que devient-elle? Elle est discutée sur la place publique. C'est dommage. Mais l'élévation du standard de vie que nous, UPC, nous avons maintenu comme idéologie actuelle de notre parti. Et tout à l'heure, je vous disais que c'est ça qui fait l'objet de nos multiples divisions. Certains disent que l'indépendance que nous avons eue n'est pas une bonne indépendance. Il faut encore lutter pour l'indépendance. Nous leur avons dit non. On ne va plus lutter contre. Focalisons-nous sur l'élévation du standard de vie du Camerounais. Focalisons-nous sur le bien-être de la population camerounaise. Je crois que c'est le rôle de tout parti politique. Bon, il y a aussi la conquête du pouvoir. On ne le met pas de côté. Cette lutte pour le pouvoir est un objectif. Et pour y atteindre cet objectif-là, il faut d'abord élever les standards de vie de notre population. Voilà ce que nous avons à l'UPC. Mais, aujourd'hui, nous avons 318 partis politiques. Quel est le but de ces partis politiques? Le but est-il d'atteindre le pouvoir? Le but est-il d'élever les standards de vie des Camerounais? C'est là le problème. Mais Président, je vous relance très rapidement. C'est basique. C'est quand même basique. On sait d'entrée de jeu depuis le secondaire que le but d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Oui, le but. Mais est-ce qu'on peut atteindre le pouvoir dans un cadre réduit? Dans les 318 partis politiques que vous avez cités tout à l'heure, que vous avez énoncé tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y a plus de 5 partis politiques qui peuvent aligner une centaine de militants. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Regardez les chiffres des élections pour vous rendre compte sur 300. Combien d'abord peuvent faire un dossier de candidature aux élections? Très peu. Aux dernières élections, combien on était pour la conquête des postes électifs au niveau des élections régionales et électorales et législatives? Je ne pense pas qu'il y avait plus de 20 partis. Sur 317 partis politiques, c'est un échec. Donc parler du bilan du multipartisme comme ça, de go, moi je crois que c'est un échec. Il faut donc repenser la création des partis politiques. Tout parti politique qui n'a pas une idéologie bien exprimée n'a pas droit d'être. Malheureusement, ce qu'on constate sur le terrain, je l'ai dit tantôt, les partis politiques sont focalisés dans l'ethnie, dans la région, ou les amitiés, ou alors la recherche de gombo, comme on dit. Parce qu'à la veille des élections, beaucoup de partis politiques viennent se cramponner aux partis au pouvoir pour demander l'alliance et autres. C'est dommage. Très bien. Et je profite aussi maintenant pour parler de l'alliance dont on nous critique à l'UPC. Pourquoi nous avons accepté de faire l'alliance avec le RDPC? Je l'ai dit tantôt. Notre objectif est simple, c'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Dans le cadre de cette amélioration des conditions de vie du Cameroun, je n'ai pas mes textes sur les yeux, mais même au temps de notre guide, Ruben Oumiobe, il n'a jamais condamné l'alliance. Il y a beaucoup de ces phrases où il incite le parti à s'associer à des partis qui peuvent atteindre le but qui est l'élévation des standards de vie du Cameroun, l'obtention de l'indépendance et de la réunification. Il l'a dit. Nous avons vu le RDPC. Nous ne voyons pas de mal en cela. Le RDPC est carrément dans le but de l'élévation des standards de vie du Cameroun. On a le programme 2035. C'est une stratégie nationale. Voilà. Bon, l'UPC se retrouve dedans. On ne le critique pas. Bon, si on peut accompagner le RDPC dans ce sens, je ne vois pas de mal. D'accord. Si nous nous maintenons dans notre objectif, nous ne sommes que conséquents de nous-mêmes. D'accord, merci bien. Alors, Florence Dikoumé, Aladi Garba Baba parle naturellement de cette coalition, on va le dire ainsi,
avec le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai envie de vous poser subitement la question qui est de savoir est-ce que le Cameroun était vraiment prêt pour le multipartisme en 90, parce que au rythme où vont les choses, on va revenir au parti unique, parce que en plus de l'UPC, de la faction de l'honorable Bapot Lipot qui est allié au RDPC, on a l'UNDP qui est allié au RDPC, on a le FSNC qui est allié au RDPC. Est-ce qu'on ne va pas revenir au parti unique? Est-ce que le Cameroun était prêt? Le Cameroun était prêt parce que déjà dans la libéralisation de la vie publique, l'agenda du chef de l'État comportait déjà ces stigmates-là. Mais simplement, nous avons un problème fondamental, pas simplement qu'au Cameroun, mais en Afrique en termes de partis politiques. Vous savez, le colon Esprit, ou à bon escient, a laissé quelque chose de pas très gai chez nous. C'est-à-dire que l'État a été créé avant la nation. Et ça veut dire qu'il a orienté, n'est-ce pas, le débat politique sur l'ethnie et sur la tribu. Alors, il est donc difficile chez nous de trouver des partis politiques nationalistes. Pourquoi? Parce que nous étions habitués à l'État, c'était les pouvoirs publics, c'était le citoyen lambda. Maintenant que la nation arrive par la suite, c'est compliqué. Et vous allez voir que les partis politiques qui arrivent n'ont pas compris l'ouverture politique que le RDPC leur proposait. Pour la simple raison qu'ils sont restés sur ce calque-là. Il aurait simplement fallu changer d'échiquier pour qu'ils aient, n'est-ce pas, une taille appréciable sur l'échiquier national. Mais que non. Nous voyons aujourd'hui des partis régionaux, des partis départementaux, et sur le reste du territoire, nous avons des effets de tache de léopard qui n'est pas là pour justement grandir ces différents partis. Et par ailleurs, dire qu'ils sont en train de faire alliance. Oui, la politique évolue à travers la négociation et les alliances. Revenir au parti unique, je pense que non. Quand ils viennent, ils ne sont pas totalement assujettis au RDPC. Ils viennent apporter des propositions parce qu'ils se sont alliés derrière le RDPC qui a un programme de société qui est alléchant et qui donne espoir. Mais nous avons d'autres qui peut-être sont réticents, qui n'ont pas ces mêmes alternatives-là. Ils arrivent et conclusion, ils ne sont pas suivis par le gros lot des Camerounais. Donc les gens ne trouvent pas leur objectif là-dedans. Donc conclusion, ils sont obligés soit de rester à Volo, soit de venir vers le RDPC. Et je voudrais par ailleurs dire que même lorsque nous voyons l'opposition coalisée, ce n'est jamais une coalition de taille. Les gens sont opportunistes. Ils arrivent, une fois que la coalition est faite, non, ça devient une guerre de leadership. Il y a des égos surdimensionnés qui se manifestent. Chacun voudrait devenir le leader d'une sphère de la coalition. Automatiquement, ça finit par voler en éclats. Bon, je vous relance. Est-ce que cette coalition n'est pas la résultante selon laquelle aujourd'hui le constat est fait, je le dis, hein, qu'il est difficile carrément de battre le RDPC? Est-ce que c'est pas parce que les partis de l'opposition disloqués partout n'arrivent pas à battre le RDPC qu'on migre maintenant vers une coalition partielle? Il y a que ces partis d'opposition eux-mêmes ne sont pas des modèles de démocratie. C'est ça d'abord le péché mignon de ce côté-là. Regardez déjà au niveau, n'est-ce pas, de la mutation à la tête de ces partis-là. Combien de leaders sont véritablement partis? Même quand on fait semblant de nommer quelqu'un, toujours l'ancien leader à l'arrière tire sur les ficelles. On a comme l'impression que celui qu'on nomme ou qu'on vient de voter, je dis bien nommé parce que je ne parle pas de vote, celui qui est là est ankylosé mentalement, il ne peut pas réagir. Il faut toujours que le leader, le fondateur du mouvement soit toujours un peu trop vu et que tout ce que l'autre fait ne soit que l'autre n'est qu'une caisse de résonance par rapport à ce qui vient en arrière. Il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de penser. Ce qui fait que quelque part, automatiquement, l'opposition ne peut pas grandir sous ce prisme-là. Donc, jeter l'anathème sur le RDPC, je ne pense pas. Le RDPC, lui, tient sa boussole, il pilote, n'est-ce pas, son embarcation. C'est à ces autres partis de voir par rapport à ce que le RDPC fait, qu'est-ce que nous apporterons comme alternative, n'est-ce pas, au peuple camerounais, parce qu'ici, le problème, c'est le peuple. Qu'est-ce que nous apportons au peuple mieux que le RDPC ne le fait? Nous ne voyons quasiment pas. Bon, c'est des gens qui arrivent, par la plupart du temps, c'est des opportunistes. C'est des partis qui, en temps de période préélectorale, n'existent pas. Et une fois que les campagnes sont lancées, vous les revoyez sur la scène, ils font le bruit ça et là. Et une fois que les élections sont passées, ils redisparaissent encore pour ne revenir qu'aux prochaines échéances. Bon, entre-temps, c'est quoi la vie d'un parti politique d'opposition? Le parti politique d'opposition est là aussi pour travailler. Et c'est ce dynamisme de l'opposition qui amène maintenant le parti au pouvoir à pouvoir rectifier aussi souvent ses copies. Mais quelque part, vous ne voyez même pas ça. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'opposition. L'opposition ne sort que pour la critique.
une critique non constructive. À chaque fois qu'il y a un drame quelque part, vous voyez certains d'entre eux sortir avec des déclarations fortes. Mais lorsque le problème se pose, vous ne les voyez pas. C'est lorsque la solution est apportée qu'ils estiment que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'est ça faire de la politique? Je pense que non. Donc je crois qu'il faudrait encore que l'opposition se réarme, fasse son introspection et voir concrètement ce dont les Camerounais ont réellement besoin. D'accord. Alors, Abel Elie Lobe, ici, je vais convoquer votre vingtaine d'années au sein de l'appareil politique camerounais, peut-être pour vous poser cette question en termes de consultation. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui dans la sphère politique au Cameroun? Pourquoi l'opposition n'arrive pas à retrouver ses marques et faire un véritable bloc contre le parti au pouvoir? Bon, quand vous dites l'opposition n'arrive pas à retrouver ses marques, ça veut dire qu'elle a d'abord eu des marques. En 92, quand même, on avait une opposition qui avait ses marques, qui avait des repères. Si vous prenez 92 donc comme le point de départ de l'analyse, à ce moment-là, oui, on peut se dire qu'elle n'arrive pas à retrouver la force qu'elle avait en 92. Tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la force de 92 était très conjoncturelle. Elle n'était pas structurelle pour les partis. Les partis en eux-mêmes n'étaient pas forts. Ils étaient toujours comme ils sont maintenant, à l'exception de un ou deux. Peut-être le SDF qui avait une vitrine nationale, mais qui avait les germes, qui avait déjà les germes de sa régionalisation. C'est pour ça que cette évolution va avoir lieu. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a imprimé cette évolution. La décadence était consubstantielle à la naissance de ces partis, les conditions de leur naissance et les conditions de leur évolution. 92, l'opposition globalement est forte parce qu'elle parle d'une même voix, exactement comme l'opposition était forte sur la lutte des indépendances. Il y avait un objectif quasi commun. Et quand les objectifs sont communs comme ça et bien perçus par tous les acteurs, il est facile que les gens se mettent ensemble et parlent d'une voix. 92 est passé. Il est apparu une génération d'acteurs politiques qui ont vu dans la posture d'opposants des opportunités de carrière. C'est-à-dire, quelqu'un voit que si je deviens un opposant, je peux devenir un maire, je peux devenir un député, je peux donc gérer un budget, je peux avoir des privilèges. Et il va soit entrer en politique parce qu'il n'y était pas avant, pour ça, soit il va quitter le RDPC parce que ces possibilités-là, il ne les voit pas dans le RDPC. Il est peut-être occulté, il est dans l'ombre par le fait d'un autre leader local. Il va donc sortir pour entrer dans l'opposition. C'est le cas de beaucoup. Beaucoup sont partis du RDPC. Ça peut, comme c'est moi et Limbi qui parle, ça peut choquer les gens. Mais j'ai la mauvaise manie de ne pas me laisser influencer par les opinions. Je suis déformé. Je ne suis pas un homme normal. J'ai été formé comme un scientifique. Et la science, c'est que si c'est le vibrion du choléra qui donne le choléra, tu ne vas pas me faire savoir que c'est le gaz carbonique qui donne le choléra. Comme je sais que c'est le vibrion, tu montes, tu descends, je vais te dire que c'est le vibrion. Comme je sais ce qui est problème, vous pouvez émettre vos opinions. Moi, je vous dis que il est apparu une mauvaise génération d'opposants, et on voit encore ça aujourd'hui, qui entraîne donc le dévoiement des luttes de l'opposition. La difficulté à se parler. Elle parle. Il parle. Tous ces gens, c'est pas Elimbi, lui-même va parler tout à l'heure. Je peux déjà préjuger de ce qu'il dira par rapport au comportement des acteurs. Tous ces gens-ci ne mentent pas. Quand même. Ils disent des choses qui sont vraies, que les gens de l'opposition ne veulent pas entendre. Parce que nous ne voulons pas avoir
la culture de l'introspection, se remettre en cause. Baba l'a dit tout à l'heure, qu'il a conclu que le bilan est négatif. C'est le mot que tu as employé ou pas? Un échec. Que c'était, il a parlé d'échec. Oui. Si vous dites que la lutte de l'opposition est un échec, vous êtes en train de mentir. Qui, dans cette opposition-là, peut se mettre ici, sur ce plateau maintenant, et nous dire non, la lutte de l'opposition est un succès? L'opposition a déjà été 17 fois aux élections. Elle a perdu 17 fois. Les gens confondent gagner l'élection et être élu. Les gens à l'intérieur de nos partis, quand ils sont élus, ils font comme si le parti a gagné parce que lui seul est élu. Il réduit la vitalité du parti au fait que dans son coin, il est élu. Mais le parti, c'est quelque chose de plus grand que l'individu qui parle à un moment donné. Monsieur Nietzsche est élu, mais le SDF est en train de mourir. La mort du SDF ne se mesure pas au nombre de fois que Nietzsche est élu. Elle se mesure au parcours du SDF qui part de 43 députés à 5. C'est ça qu'on appelle la mort. L'UNDP est parti de 63 députés à 7, en passant par 5, parce qu'ils viennent d'augmenter de 2. L'UNDP, qui peut dire que l'UNDP se porte bien? Vous pouvez, dans quelle chapelle, dans quelle tribune, dans quelle école, vous allez vous asseoir et dire qu'un parti qui à un moment donné, et surtout au début, a 63 députés, ne passe pas à 64, à 65, à 66, d'élection en élection, pour se rapprocher de 91, qui est l'éviction du RDPC. Parce que pour évincer le RDPC à l'Assemblée nationale, il faut avoir 91 députés. Quand le parti passe de 63 députés à 7, vous ne pouvez pas vous mettre devant les gens et vous taper la poitrine en disant vous avez réalisé des progrès 30 ans après. Si Baba qui est assis ici dit que c'est un échec de l'UNDP, on va lui en vouloir parce qu'il est de l'UPC. L'UPC est passé à l'Assemblée nationale de 18 députés quand elle va aux élections pour la première fois, c'est 18 à 0. En passant par une phase où elle n'a même pas du tout été capable d'aller aux élections. Si Baba dit je suis meurtri pour la situation de mon parti, vous allez dire Baba est un traître. Parce que vous ne voulez pas, vous croyez qu'être un bon opposant, c'est refuser de se remettre en cause. L'introspection, on ne veut pas. L'aggiornamento, on ne se met pas, on ne s'interroge pas. Quel est cet élève qui échoue à un examen? Tu échoues le probatoire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et tu ne t'arrêtes jamais pour dire, est-ce que j'apprends mes leçons? Tu poses seulement la question, les professeurs ils ont mal enseigné, les épreuves ne sont pas adaptées. C'est seulement les autres qui n'ont pas fait. Les autres sont en train de passer. Les autres sont en train de passer les lectures. Nous avons connu ces gens d'élèves qui échouent au bac, ils finissent par abandonner, mais ils accusent seulement le système éducatif. Parfois avec l'aide des parents. Il faut bien que cet élève se dise à un moment donné, au vrai, est-ce que j'apprends? Si tu pars regarder cet élève, il n'apprend pas. Les partis de l'opposition, ils sont contraints. Et je vais les aider. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de moi là. Moi, je vais les aider à être des partis normaux. C'est-à-dire des partis où, quand on a échoué à l'élection, on s'assoit. On dit, est-ce que nous étions partis comment? Ces partis que vous voyez là, ils vont aux élections. Quand ils sont en train d'aller aux élections, personne ne s'assoit pour dire que, comme vous me voyez là comme ça, je suis en train de partir aux élections avec 3 candidats seulement. Ils ne s'assoient pas pour dire ça. Ils disent, je suis un parti national, je les liste, je pars aux élections, alors qu'ils ont 20 sièges qu'ils sont en train de chercher. Ils disent qu'ils veulent renverser le RDPC. D'accord. Quand ils ont fini, sur les 20 candidats qu'ils avaient, ils ont 1 ou 2 élus. Ils disent que les élections sont mauvaises, le code électoral est mauvais, patati patata. Ils ne disent pas que, en fait, je suis un parti encore faible. Et les petits partis existent partout dans le monde.
chers frères de lutte, il n'y a pas de honte à être un petit parti, même si la vocation d'un parti est d'être national. Si vous allez en Italie, la Ligue du Nord n'est pas un parti national. C'est un parti du nord de l'Italie. Mais qui est faux là-bas? C'est ce que l'UNDP est en train de nous faire voir. L'UNDP est un petit parti qui s'est régionalisé, mais qui est en train d'être fort dans la région du Grand Nord, où son nombre d'élus est en train d'augmenter, et ça lui a permis de gagner un conseil régional. C'est qu'aucun autre parti de l'opposition n'a fait. Donc, il est question aujourd'hui de ne pas sublimer le caractère national des partis politiques. C'est une vocation. Ce serait une bonne chose si un parti est national. Mais dans tous les pays du monde, il y a des partis régionaux. Le parti de Lieberman en Israël, c'est un petit parti qui participe à la formation des coalitions de gouvernement. Et Lieberman est au gouvernement jusqu'à tout récemment. Si vous allez en Espagne, c'est pareil. Vous allez en France, c'est pareil. Donc il n'y a pas de honte en soi à être un petit parti. Ce qui est important, c'est que nous voyons les alliances. Et c'est ça le fond du discours de Baba, qui est de dire, si un parti politique et un tel autre peuvent avoir une convergence de vues sur des questions ponctuelles, ils peuvent se mettre ensemble. Au Cameroun, on veut diaboliser les rapprochements politiques. C'est ça que nous ne comprenons pas. Intellectuellement, c'est inacceptable, ça n'a pas de fondement. Partout ailleurs, les partis politiques, le RDA dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était quoi? C'était la mise en commun des formations politiques de divers pays pour une même lutte, la lutte des indépendances. Parce qu'on s'adressait à un même interlocuteur, qui était la France. Donc, la culture du rapprochement politique n'est pas nouvelle. On n'est pas en train de l'inventer quand nous voulons la promouvoir. Nous sommes en train de remettre au goût du jour ce qui a déjà été. Donc, ceux qui s'opposent à nous, en disant qu'on veut promouvoir les rapprochements politiques, ou bien quand il y a un rapprochement politique avec le RDPC, c'est un sacrilège. Ils sont des mauvais acteurs politiques, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Les gens veulent nous vendre le radicalisme comme étant une option politique sans laquelle tu n'as pas de viabilité. Parce que quelqu'un fait comme si il va, le RDPC à terre, ou ça, ou rien. Non! Un autre doit avoir la liberté de dire le RDPC est mauvais, mais sur ce plan-ci, c'est lui qui est bon. Moi, Elie Bilobe, je vous ai dit que pour ce qui concerne le retour au fédéralisme, je soutiens la position du RDPC. D'accord, d'accord. Le RDPC ne veut pas le retour au fédéralisme. Moi, je suis allergique au retour au fédéralisme. D'accord. Vous avez des partis d'opposition qui, sous le prétexte de combattre le RDPC, sont d'accord avec les persécutions que le mouvement sécessionniste inflige à la nation. Le coup d'arrêt que le mouvement sécessionniste tente de donner à la marche vers la formation de la nation camerounaise dans son unité territoriale et ontologique. Et vous avez des partis politiques de l'opposition qui pensent que c'est une aubaine politique pour attaquer le RDPC. Je suis de ceux qui sont avec le RDPC pour dire que l'unité nationale, comment on appelle ça? L'unité de la nation, l'intégrité territoriale n'est pas quelque chose qu'on vient discuter sur une table. Vous connaissez un autre pays qui a discuté l'unité de son territoire. Il est uni à un moment donné. Il vient s'asseoir sur la table pour voir comment il doit continuer à être uni. C'est dans quel pays on a fait comme ça? D'accord. Donc, s'il y a des partis politiques de l'opposition qui, face à une menace, comme la menace sécessionniste, face à une menace comme le retour au fédéralisme, parlent le même langage que le RDPC, ça n'a rien de contre-nature. Ce n'est pas parce que nous nous réclamons tous de l'opposition que nous devons tous chercher à renverser le RDPC par les mêmes méthodes. Il y en a qui ont estimé que c'est la rue. Moi, je suis de ceux qui ont dit que je ne rentre pas dans la rue. Je vais empêcher les Camerounais de rentrer dans la rue. Parce que ce n'est pas ça l'option politique. D'accord, d'accord. Moi, j'ai appartenu au SDF comme eux, ils ont appartenu à l'UPC. D'accord. Où les élections sont l'unique voie par laquelle nous devons accéder au pouvoir. Si dans nos rangs, aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent non, ce n'est plus par les élections, il faut qu'on aille dans l'insurrection, qu'ils comprennent, qu'ils le veuillent ou non, que tout le monde dans l'opposition ne les suivra pas dans cette voie. Il y en aura qui vous diront
de façon objective et scientifique que vous n'avez même pas les moyens de cette insurrection. Moi, je suis de ceux qui ont établi les raisons objectives pour lesquelles nous échouons aux élections. Quand Baba parle de 317 partis imposants, est-ce qu'il y a 317 idéologies différentes? Il est en même temps en train de dire, pourquoi donc créer autant de partis si fondamentalement les différences ne sont pas spécifiques? Or, cette prolifération des partis a une conséquence. C'est l'émiettement. Nous allons en parler justement, c'est ça qui constitue la question. C'est ça qui nos constitue positions ont des fondements. Et ceux qui nous critiquent ne peuvent pas établir que nos fondements sont superfétatoires. D'accord, d'accord, on vous a suivi. Alors, Hassan Fouapon, il a parlé tout à l'heure, il a chuté avec les conséquences, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir quel est l'impact véritable que cette pluralité de partis politiques a eu sur la scène politique camerounaise véritablement. Il est clair, et il est reconnu dans toutes les sciences sociales que plus vous êtes nombreux dans une organisation, plus vous avez du mal à vous unir et aller dans une même direction. Et parfois même, vous avez du mal à atteindre les objectifs qui ont été escomptés. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez les raisons, même les motivations qui poussent les gens à créer des partis politiques, on peut recenser 3 ou 4 motivations. Les premières motivations sont souvent des motivations ethniques. C'est-à-dire qu'en réalité, on mise la conquête du pouvoir sur la tribu. Et on se dit, c'est actuellement notre tour de diriger. Or, la conséquence immédiate, c'est que lorsque vous misez la conquête du pouvoir sur une ethnie, effectivement, vous réduisez votre électorat. Parce que même si tous les membres de votre ethnie venaient à vous élire, fondamentalement, cela ne vous aiderait pas à accéder au pouvoir. La deuxième motivation, c'est que la plupart des partis politiques sont des fractions d'autres partis politiques. Vous allez voir que la plupart du temps, le Manidem, qui est une fraction de l'UPC, vous allez vous rendre compte que Kawala, en fait, c'est le SDF, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte, la plupart du temps, les partis politiques qui se multiplient, qui prolifèrent, ne sont que des fractions d'autres partis politiques. Et cela est souvent lié effectivement à quoi? À une troisième raison. C'est que la plupart du temps, certains leaders de partis politiques ou fondateurs de partis politiques considèrent ces associations comme les leurs et ne donnent pas la possibilité à l'intérieur, même au débat politique. C'est-à-dire que des gens qui recherchent le multipartisme, la liberté politique, mais qui refusent l'expression libre de l'opinion politique au sein même de leur parti, ce qui crée donc des frustrations et on voit donc des factions qui peuvent naître. Maintenant, l'autre raison fondamentale, c'est que certains créent des partis politiques pour des raisons carriéristes, c'est-à-dire il faut créer un parti politique pour se faire voir. Comme tel qui a créé son parti politique a parlé, on l'a vu, et il a été nommé, peut-être que moi en créant mon parti politique, on va également me nommer. Donc en face, il n'y a pas véritablement une volonté, si vous voulez, de proposer autre chose, ou si vous voulez, une volonté d'offrir au peuple quelque chose qui puisse véritablement les attirer. Et comme a dit M. Elimbe Lobé, la prolifération des partis politiques a pour conséquence fâcheuse l'émiettement, effectivement, de l'électorat. La dernière fois, nous parlions de l'entrepreneuriat. On vous disait que le véritable problème parfois de l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est que les gens font dans les mêmes activités. C'est-à-dire, j'ai ma voisine qui vend les beignets et ça marche. Moi aussi, je viens vendre les beignets à côté. Alors que nous sommes en train de nous partager une part du marché qui est déjà suffisamment réduite. Pourquoi donc finalement ne pas proposer autre chose? Ou alors, pourquoi ne pas m'associer à elle pour faire grandir son commerce et devenir plutôt une actionnaire? C'est ce qu'on demande donc dans ce sens aux partis politiques. C'est-à-dire que j'ai l'idée, effectivement, d'accéder au pouvoir. J'ai l'idée de conquérir le pouvoir et je me rends compte qu'il y a un parti politique qui a une offre alléchante. Au lieu de créer un parti politique qui va venir émietter l'électorat que nous avons, je m'associe à lui et je conquiers en même temps l'électorat avec lui. Par exemple, dans les élections législatives et municipales, comment pouvez-vous expliquer que des gens qui prétendent avoir pour objectif pas de renverser le RDPC, parce que quand un parti politique a pour objectif de renverser le RDPC, lui-même il se trompe. Il doit avoir pour objectif de conquérir le pouvoir en vue d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Un parti politique qui a donc cet objectif est incapable de s'allier à un autre qui présente des candidats au municipal. Quand le SDF et le MS, par exemple, vont en concurrence dans une localité où ils pouvaient s'allier et se partager l'électorat, mais vous comprenez que c'est une incohérence qui n'a pas de nom et qui ne peut avoir
pour fondement que les luttes égoïstes. C'est-à-dire que les gens ne luttent pas pour des intérêts communs, les gens luttent pour des intérêts fondamentalement égoïstes. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, ça ne marche pas toujours. Oh, d'accord. Alors, juste un petit truc pour ajouter. Une quatrième, il a évoqué 3 grandes raisons qui justifient cette prolifération des organisations. Mais il y a une autre qui a fait beaucoup de recettes, qui est d'ailleurs plus malsaine. C'est qu'on gagne l'argent en politique. Les gens avaient compris à un moment donné que le régime, pour favoriser la prolifération des candidatures aux élections présidentielles, finance les campagnes électorales. Et les gens créent donc des partis, deviennent des candidats aux élections pour obtenir le financement. La législation était favorable à ça. Même si la législation n'avait pas été conçue pour connaître ces conséquences-là, il est normal qu'on finance un parti qui va en campagne électorale, parce que c'est une espèce de mission de service public. D'ailleurs, la Constitution pose le principe. Les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. C'est-à-dire, les partis politiques font en sorte que les gens aillent exprimer les suffrages. Si un gouvernement comme M. Biya dépassé Swahili, on n'a pas financé les partis politiques. Il faut que les gens le sachent. Avant l'indépendance, l'État colonial ne finançait pas les partis politiques. C'est Biya qui a amené l'affaire qu'on finance les partis politiques, pour leur donner le plein sens de ce que la Constitution a dit. Parce que depuis 1972, les anciens parmi vous, c'était déjà inscrit dans la Constitution de 1972 que les partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Mais on était dans le parti unique. C'était ça le contresens. Maintenant, si on entre donc dans l'idée de financer les partis politiques pour leur mission de service public, ce qui est une bonne chose, c'est une mauvaise chose de créer un parti politique à l'effet d'aller aux élections qu'on sait qu'on ne peut pas gagner simplement parce qu'on va obtenir le financement. Et beaucoup de partis politiques se sont créés pour ça. C'est pour ça que vous avez vu que tous ces partis politiques-là regardaient seulement l'élection présidentielle. Parce que le président Biya a fait la législation pour payer 5 millions de francs de caution, ce qui était donc accessible à tout le monde, qui est une bonne chose que la candidature soit accessible à tout le monde. Mais en même temps, il a commencé à donner 15 millions, 3 fois plus, pour le financement. Première tranche, parce que le financement a 2 tranches. On vous donne la première tranche qui est répartie à égalité entre tous les candidats. La deuxième tranche est au prorata des suffrages que vous avez reçus, et on est éligible que si on a eu, je crois, 10% des suffrages valablement exprimés. Comme la première tranche a été de 15 millions, n'importe qui pouvait aller chercher 5 millions dans la tontine, venir être candidat, recevoir 15 millions, utiliser 500 000 francs pour faire quelques affiches en noir et blanc qu'on a photocopiées, on colle autour du siège du parti qu'on a loué pour les circonstances. Et on garde 15 millions, 14 millions, je ne sais pas, 850 000. Et on fait cette affaire. On attend 5 ans ou 7 ans, on revient encore, on fait la même chose. C'est pour ça que j'ai salué le fait de mettre la caution à 30 millions. Et c'est pour ça que je félicite le président de n'avoir pas donné 30 millions fois 3. Parce que quand on allait à l'élection présidentielle, les gens sont venus à cette élection étant convaincus qu'ils vont mettre 30 millions. Mais comme il a l'habitude de donner 15 millions, c'est-à-dire 5 millions de caution fois 3, il va encore donner 30 millions de caution fois 3, donc 90 millions. Il a donné 15 millions. Et tous se sont mis à grincer des dents, comme si on part à l'élection présidentielle à cause de ça. Il a dit que si vous n'avez pas au moins 2 élus, vous ne pouvez pas investir quelqu'un aux élections présidentielles. Je suis pour qu'on passe même à 2 élus par région. Si on veut que les partis s'efforcent justement à être des partis nationaux et on veut encourager la culture de l'unité d'action, des rapprochements, il faut qu'on mette des conditions, parce qu'aujourd'hui on dit 2 élus seulement. Tu peux avoir 2 élus seulement dans ta commune, c'est terminé,
tu es éligible à la candidature. Mais si on dit maintenant que pour investir un candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investit ait 2 élus au moins par région. Ça veut dire au total 20 élus, vous allez voir. Vous allez voir comment nous allons être obligés de laisser ce que Madame Dikoumé a appelé les égos surdimensionnés. Tu sors de l'université, tu étais responsable d'une boutique à l'université, tu veux devenir président. Tu trouves des gens pour soutenir ça. On te donne 30 millions, tu bavardes partout. Tu commences à raconter n'importe quoi parce que vous aussi vous êtes arrivés avec les micros. Vous tendez vos micros à tout le monde. Dès qu'on tend le micro, on insulte bien, on insulte bien. Oh, on est un opposant, on est fort. Baba, comme il n'insulte pas bien beaucoup, ah, dis donc. Ce sont les gens de l'ancien temps. Nous sommes les nouveaux, on a la verve. Ce n'est pas ça. Donc je suis pour qu'on on modifie même le code électoral. On ajoute des conditions pour que les gens comprennent que les élections sont un moment essentiel dans la vie d'une nation. Ce n'est pas le temps d'expression des farfelus de toutes sortes. D'accord, je vous relance. Au Cameroun, ça a tendance à être ça. Est-ce que cette association entre les partis politiques de l'opposition et peut-être, je veux dire, ce ralliement au RDPC, est-ce que ça ne lève pas l'équivoque du problème d'alternance au pouvoir finalement? Non, pas du tout. D'abord, l'alternance, je la soutiens. Le principe, il est sain en lui-même. Oui. L'alternance, j'ai déjà eu en d'autres circonstances à le dire. C'est un catalyseur du dynamisme. Même à l'intérieur du parti unique. La preuve, le Parti communiste chinois a produit ce qu'ils ont appelé, eux qui sont de la gauche, que nous qualifions à l'époque de type communiste, même s'ils ont refusé le terme. Et en réalité, l'UPC n'a jamais été communiste. Mais le Parti communiste chinois est parvenu à produire l'élévation du standard de vie de la Chine. C'est indiscutable. Même les libéraux européens reconnaissent ça. Mais quelle est la caractéristique du Parti communiste chinois? C'est l'alternance. Après Mao, on a eu une succession de dirigeants du Parti communiste chinois qui ont chacun amené une note. En particulier Deng Xiaoping qui a amené le libéralisme dans le communisme chinois là, avec la faculté pour les gens de créer des unités industrielles, de s'enrichir, de faire de la propriété privée. Ça a changé le visage de la Chine. Donc on peut avoir l'alternance même à l'intérieur du RDPC. Malheureusement, ils n'en ont pas encore. Eux-mêmes doivent se battre pour qu'il y ait alternance là-bas. Parce que la sclérose du RDPC est aussi liée au fait qu'il n'y a pas d'alternance. Mais nous, dans l'opposition, qui voulons donc promouvoir cette alternance, et c'est ce que le consultant disait, on ne donne pas les exemples qui crédibilisent notre offre politique. Tu ne peux pas dire que tu veux l'alternance. Et dans ta formation politique, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas la culture de l'alternance. Comment tu vas nous convaincre que si tu arrives au pouvoir, tu détiens le pouvoir national le plus puissant, tu vas favoriser l'alternance? Toi qui es un adepte de l'immobilisme. Donc les partis de l'opposition n'ont pas donné d'exemple. Ils doivent souffrir que nous-mêmes qui sommes de l'opposition, que nous leur disions cela. Parce que si c'est le RDPC qui le dit, on considère simplement que c'est une critique combat parti contre parti. C'est pour ça que les gens ne supportent pas des postures comme la nôtre, où nous disons à nos gens, attention, vous ne pouvez pas être, vous voulez être des partis nationaux, mais à l'intérieur du parti, vous faites de l'ethnofascisme. Un groupe ethnique contrôle le parti. Il est le représentant du parti au littoral. C'est le même groupe qui veut être le représentant du parti dans le centre. C'est le même groupe qui veut avoir toutes les structures du parti dans le sud. Nous sommes dans une situation où nous sommes dans un parti qui est en train de promouvoir l'hégémonie d'un groupe ethnique sur les autres. Dès que tu dis ça aux gens, ils refusent. Ils vont aux élections. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Nous disons d'ailleurs la même chose parce finalement, je fais son interview. Oui, non. Ce que nous disons là vient renforcer ce que vous avez dit en des termes simples, que les gens refusent de comprendre. Oui. Parce que si l'UPC n'avait pas cru que le parti là c'est un parti de Bassa, elle serait debout. Naturellement, on vous a suivi. Alors, on va boucler. Peut-être vous avez envie d'ajouter quelque chose avant qu'on ne passe rapidement au deuxième thème de ce matin. Peut-être non. Voilà. Non, si. Allez, ok. Bon, là, tout à fait. Pour dire seulement que M. Edimbi a dit tout à l'heure que l'UPC est passé de
18 députés à 0, non, M. Limbi. L'UPC est passé de 18 députés à 3. Si on est à 0 aujourd'hui, c'est parce que l'UPC a été interdit de participer aux élections. Voilà, je vois que la parenthèse est fermée. La précision était la bienvenue. Voilà. Est-ce que la précision est d'abord faite? Interdit par on va sortir. Ça a été interdit par qui? C'est comme M. Libby a dit, il a parlé d'alternance à l'intérieur des partis politiques. Oui. Je voulais lui dire que le RDPC ne souffre de rien. Ce manque d'alternance dont il fait allusion, en fait, n'en est pas une. C'est-à-dire que nous avons les mêmes qui sont là, pétris d'expérience, et j'ai toujours dit que ceux-là que vous voyez, que vous appelez peut-être vieillards, qui ne sont pas vieillards pour nous, sont des gens, n'est-ce pas, qui ont de l'expérience à donner aux enfants, et vous allez réaliser que chez nous, nous évoluons à cercle concentrique. C'est-à-dire qu'autour de tous ces vieillards, il y a une synergie de jeunes qui apprennent et qui, le moment venu, n'est-ce pas, vont passer la main à cette jeunesse qui, elle, maintenant, pourra s'exprimer de façon efficiente. Ça, c'est très discutable. Au niveau de la On va pas revenir là-dessus, je vous en prie. On va évoluer dans le débat. On a des contraintes de temps. Les opposants, nous sommes en train de faire Justement, j'ai le bilan. On va évoluer dans le débat. On va marquer un arrêt pour prendre une pause du côté de la régie. Il est pratiquement 12h27 du côté de Ngaoundéré. Il est également 12h27 à Batouri, dans la région de l'Est Cameroun. Vous suivez le grand débat. On prend une pause et on revient juste derrière le décor pour le deuxième thème. Retour sur le plateau du grand débat, messieurs. Vous suivez le débat hebdomadaire, le débat dominical sur la télévision républicaine Camdi, si vous faites bien. C'est clair, alors que le Cameroun est confronté à la montée en puissance d'une deuxième vague de pandémie de coronavirus plus meurtrière que la première, et que des interrogations émergent de partout au sujet de la gestion des fonds, on va le dire ainsi, la gestion des fonds mobilisés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de la création d'une task force pour la riposte contre la Covid-19 logée du côté de la présidence de la République. Et il faut le dire, cette task force est constituée ainsi qu'il suit: un représentant des services du Premier ministre, 2 représentants du ministère de la Santé publique, un représentant du ministère de l'Administration territoriale, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Défense et un représentant de la délégation générale à la sûreté nationale. Alors, président Baba Garba, la correspondance du ministre SGPR n'est pas vraiment explicite, on va le dire ainsi, sur les missions de cette task force. Mais à votre avis, quel sera le rôle ou alors le cahier de charge de cette institution, ou alors on va le dire ainsi, on va l'appeler ainsi, hein, de cette plateforme-là? De toutes les façons, le président de la République est dans son rôle. Il est dans son rôle dans la mesure où il a donné des instructions au ministre de la Santé de recevoir les fonds pour la lutte contre le Covid. Beaucoup d'argent y est passé, vraiment beaucoup. Si je m'en tiens aux déclarations de M. Nietzsche, qui a sorti une documentation très explicite dans ce domaine-là, ça donne le mot de tête. Aujourd'hui, il est question de savoir, mais avec tout cet argent qui est entré dans le système de lutte contre le Covid, le résultat ne suit pas. Au contraire, au début, on était parmi les pays qui géraient mieux la situation. Aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers, vu le nombre de cas qui va de plus en plus. C'est alarmant, c'est alarmant. Moi-même qui vous parle là, j'ai déjà plus de 4 morts dans la famille du sud de Covid. Et ça fait peur. Bon, il est normal qu'on se questionne, mais où est parti l'argent?
C'est normal que le président de la République retire donc cette confiance au ministère de la Santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est le ministère de la Santé qui gérait ces fonds. Il a donc créé cette force à son niveau pour mieux gérer la situation. Bon, le fait de mettre le secrétaire général de la présidence à la tête de cette institution, bon, ça fait couler beaucoup d'encre, surtout quand on sait ce qui s'est passé le chantier de la CAN. Ça fait aussi grincer les dents. Bon, je vous dis qu'il est dans son rôle. C'est lui le maître des jeux, c'est lui le maître de la situation. Nous, on ne fait qu'apprécier les résultats. Notre problème, c'est quoi, nous autres populations? C'est que cette histoire de Covid-là, qu'on ait quand même une solution à ça, parce que ça fait peur. Aller demain, par exemple, à Orca, de regarder les cercueils qui sortent, minute par minute, ça fait peur. Ça fait peur. Puis encore un autre problème. Les vaccins sont arrivés. Peut-être que ça va dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure. Les vaccins sont arrivés. Je crois qu'il y a 2 lots de vaccins qui sont arrivés. Un lot chinois et un lot britannique. Et ce qui me cœur là-dedans, c'est que tous ces lots sont des subventions, sont des dons. Mais à quand le nôtre? Quand je vois ce qui se passe au Gabon, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, c'est l'État, c'est les États de ces pays qui achètent les vaccins pour leur population. Mais nous, jusqu'à présent, nous sommes au niveau des dons. Nous avons reçu 250 000, ça fait 500 000. 500 000 pour une population de 30 millions d'habitants. Qui va être vacciné, qui ne va pas être vacciné? Et puis, je passe de tout ce qu'on dit derrière ces vaccins. Tantôt, on dit que c'est des vaccins qui vous accompagnent à la mort. Autant de choses que le gouvernement nous donne des éclaircissements. Bref, dans la création de la force taxe, là, je pense que le président de la République est dans son rôle. Mais c'est une façon de mettre à l'écart le ministre de la Santé. Voilà mon opinion dans ce cas. D'accord, merci bien. Alors, Florence Dickou même, il a parlé, monsieur Garba Barba parlait tout à l'heure de l'aide, des dons finalement, des vaccins, un vaccin britannique et un autre chinois. Je voudrais savoir, qu'en est-il de cette aide, de cette, on va le dire ainsi, de ce fonds spécial de solidarité, je viens avec mes notes, de ce fonds spécial de solidarité nationale qui a été créé l'année dernière par le président de la République, qui était à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Pourquoi on en est toujours à ce que ce soit les États de l'extérieur qui nous font des dons, alors que nous, au niveau du Cameroun, on a quand même un fonds spécial qui a été ouvert? Il y a déjà ce qu'on appellerait une géopolitique de la pandémie. C'est-à-dire la maladie, elle est partie d'où et le fonctionnement de cette maladie, ses mutations à travers le monde. Au-delà de ça, maintenant, nous avons une autre géopolitique maintenant du vaccin. Bon, vous savez, on ne vit plus en autarcie, hein, les États évoluent de façon interconnectée. Donc, et chaque pays, n'est-ce pas, implémente son mode de politique. Il y en a qui peuvent décider d'en acheter, d'autres qui, au travers de l'amitié et la coopération, peuvent recevoir des vaccins. Vous avez des pays amis qui vous en proposent. Je crois que le problème n'est pas qu'on vous ait donné ou qu'on vous ait pas donné. Le problème, c'est au niveau, n'est-ce pas, l'efficacité, la pertinence du vaccin, n'est-ce pas, dans le milieu endémique. Est-ce que ce vaccin qui vient obéit, n'est-ce pas, à la nature de la maladie qui se trouve au Cameroun? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que ce vaccin qui arrive là est un vaccin qui n'aura pas de répercussions? Nous avons au Cameroun des musulmans et des chrétiens. Je prends carrément le vaccin Sputnik 5 qui est venu, qui a d'abord procédé, on a procédé à des tests cliniques pour s'assurer qu'il n'y a pas de substances qui vont à l'encontre de la charia islamique, pour pouvoir l'inoculer au lot des musulmans dans un territoire national donné. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent dans la notion de vaccin que le gouvernement lui seul est habilité à savoir quel vaccin pour ces populations. Parce que quand on parle de variante, la variante n'est pas la même partout. Il peut arriver que la variante au Cameroun soit plutôt soignée par la Chine ou peut-être par tel autre pays. Or, nous avons vu qu'en ce moment, il y a 3 pays essentiellement donateurs du vaccin en Afrique. La Chine, la Russie et l'Inde. Alors, l'Inde a été blackout en Afrique, personne n'en a voulu, mais la Chine et la Russie continuent, n'est-ce pas, d'envoyer des vaccins. Maintenant, vous parlez d'un autre pourcentage qui vient de la Grande-Bretagne. Peut-être que les vaccins venus de Chine étaient en quantité insuffisante, comme l'a souligné mon copanéliste tout à l'heure, il faut en rajouter. Et ça peut venir de l'autre côté. Bon, maintenant, est-ce que les Camerounais en achètent? Est-ce qu'ils n'en achètent pas? Vous connaissez, vous, la réticence des Camerounais à l'endroit, n'est-ce pas, la chose vaccinale.
Ils sont réticents. À quoi ça nous servirait maintenant de mettre la main dans la poche, d'aller acheter des vaccins pour que tous les stocks se retrouvent dans des poubelles, dans des dépotoirs? Utilisons déjà. Au cas où on verra l'engouement des populations aller vers des centres agréés, on pourra donc comprendre que le vaccin est accepté des populations et dans ce cas en rajouter. Or, le président a été assez clair là-dessus. Il n'a jamais parlé de vaccin, même dans ses discours. Il a toujours prôné les mesures barrières. La distanciation sociale, se laver les mains, porter vos masques en public comme en privé. Il a été pointueux là-dessus. Maintenant, bon, le vaccin vient. Et il a encore été assez spécifique lorsqu'il a dit que le vaccin était facultatif. Donc, nous ne sommes pas tous obligés d'aller nous faire vacciner. Ce que nous devons faire d'abord beaucoup plus, c'est, n'est-ce pas, d'obéir aux mesures barrières, à tout le kit qui va avec. Faisons-le tranquillement. Bon, si on estime donc que tous les 5 ici, nous avons voulu aller au vaccin, tous les 6, nous avons voulu aller au vaccin, on a réalisé que tout est qu'on nous va au vaccin, et il y a un engouement populaire, l'État se verra dans l'obligation, n'est-ce pas, d'acheter les stocks vers ceux qui ont déjà donné en termes de coopération, afin, n'est-ce pas, de vacciner le gros de la population. Les vaccins sont là. Il y a le phénomène wait and see. Beaucoup sont réticents, se disent, bon, on attend 2-3 mois, on va voir ce que ça donne d'abord chez les autres. Si ça marche, alors là, je vais me faire vacciner. Il y en a qui sont vraiment catégoriques, qui estiment que les médicaments locaux sont plus efficaces que ceux qui viennent de l'extérieur. S'il y a quelqu'un qui est au courant de tout ça, c'est le gouvernement. N'oubliez pas que, au-delà des concertations ministérielles, il y a la mort courante, il y a des concertations également avec des départements ministériels, des services déconcentrés tels que les régions, où on a le pool de ce que les populations pensent effectivement. Donc, ce n'est pas qu'on fait on ne fait pas la rétention de l'argent, du milliard dont vous parlez, non. Attendons de voir que les vaccins soient effectivement acceptés par les Camerounais, auquel cas, on en achètera davantage. D'accord. Alors, Abel Elimbi Lobé, la correspondance du ministre SGPR parle de la création de la task force. Entre les lignes, on a comme impression, de façon littérale, que c'est une mission de contrôle, que c'est une institution juste de gestion tout au plus. Mais dans le fond, on se rend compte, on a envie de l'interpréter comme une mission de contrôle pour questionner la gestion et même la crédibilité du ministère des Finances. Là, je vous donne du ministre de la Santé. Là, je vous donne l'avis de quelques populations que nous avons interviewées. Quel regard avez-vous sur cette question-là? C'est que nous avons pris la mauvaise habitude au Cameroun de faire des débats pour rien. Des débats qui ne doivent même pas avoir lieu. Tantôt, on demande au chef de l'État de contrôler ses ministres et de contrôler ce qu'ils font. On demande à l'État d'être rigoureux. Et puis quand les mesures de rigueur sont mises en place, on organise un tapage que je ne comprends pas. Si le chef de l'État estime, à la suite de lui-même ou de certaines révélations, que l'argent qui a été alloué au Covid, 180 milliards, a été utilisé d'une manière irraisonnable, il est dans son rôle. De dire qu'il va regarder un peu tout ça. Il a les outils pour le faire. Il actionne les outils qu'il a en temps opportun comme il le souhaite. Je ne vois pas pourquoi ça devrait faire parler les gens. Moi, je ne parle pas de ce genre de choses. Le chef de l'État organise la vie publique. C'est lui qui organise le fonctionnement du pays. C'est la Constitution qui lui donne ses pouvoirs. Demain, quelqu'un d'autre sera chef de l'État. Je ne sais pas s'il va renoncer au pouvoir que la Constitution lui donne. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, on critique tout. Le jour où on arrive au pouvoir, on ne fait plus les choses comme on disait quand on était dans l'opposition. La Constitution donne au président de la République le pouvoir d'organiser les services publics. S'il dit à un moment donné qu'il ramène un certain nombre de prérogatives à côté de lui, c'est certainement parce qu'il a vu que loin de lui, ça ne marchait pas bien. Parce que si ça marchait bien, lui il veut que ça marche bien, je présume. Je ne vois pas quelqu'un qui serait président de la République et qui voudrait que ses affaires marchent mal. Il veut que ça marche bien. S'il crée donc une structure de coordination, parce que s'il dit task force, ça veut dire qu'il veut coordonner la réflexion. Une task force, c'est un organe de réflexion. Ça n'a pas enlevé
les pouvoirs à personne. Il n'y a aucun acte présidentiel, aucun décret qui retire les compétences à un ministère. Mais nous savons que le Cameroun a des problèmes de coordination de l'action gouvernementale. Ça, c'est une vérité. Et le président Biya, dans beaucoup de ses discours, a eu à évoquer cette question en parlant de la coordination de l'action gouvernementale. Vous savez que moi, je suis dans une logique, hein, je suis un homme qui essaye d'allier la sagesse biblique et la sagesse des Saintes Écritures. Et en ce moment, je suis en train de terminer la lecture du Coran, etc. Je prends la sagesse là-bas. Bon, vous lisez le Coran, les trucs là, l'écriture là, ou alors il y a une version... Il y a une version traduite. Ah d'accord, je vois. Il y a la version du Coran en toutes les grandes langues. D'accord. Même en Bassa. En anglais, en tout. Même en Bassa. Donc, je suis en train de terminer cette lecture-là pour prendre la sagesse un peu partout. La Bible nous dit, on ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. C'est ça que la Bible dit. Quand quelqu'un est déjà vieux, est-ce que dans nos maisons, là, nous critiquons nos papas qui ont les 90 ans? On passe le temps à leur dire, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Tout ce qu'il n'a pas pu faire, les gens essayent de corriger et de l'accompagner vers les derniers moments de sa vie. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour le président Biya. C'est un homme d'âge mûr qui a fait ce qu'il a pu pendant très longtemps. Je ne suis plus dans la logique que quand je me lève le matin, chaque jour, je commence à le critiquer. Je suis dans la logique que comment faire pour faire ce qu'il n'a pas pu faire et avancer. Vu comme ça, je considère que ce que certaines personnes verront dans la création de la task force, ils diront ça. Ils diront que c'est la preuve qu'on est mal gouverné. Moi, je dis, c'est la preuve qu'on recherche plus de coordination de l'action gouvernementale. Les idées partiront de la task force. Ce qui a lieu de faire partira de la task force pour que les ministères compétents implémentent. Voilà comment moi je vois cette affaire. Et je crois que le secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas la première fois. Ngongo est pour le moment le dernier secrétaire général. Avant lui, celui qui était là a bénéficié des délégations de pouvoir. Celui qui était là avant l'avant-dernier a bénéficié des délégations de pouvoir. Depuis très longtemps, le président Biya pratique la délégation des pouvoirs. Chacun peut avoir son idée là-dessus. Mais depuis très longtemps, les secrétaires généraux de la présidence ont souvent eu d'importants pouvoirs qu'on leur a confiés pour coordonner l'action du gouvernement. Donc je ne vois pas pourquoi, à l'époque de Ngongo maintenant, ça devient un sujet qui inspire la polémique. On parle beaucoup. On n'a rien à faire. Nous de l'opposition là. Si on n'a rien à faire, venez, je vous donne ce qu'il y a à lieu de faire. Ce que nous devons faire, c'est développer la stratégie pour gagner les élections en 2025. Pas pour critiquer Biya. C'est gagner les élections. Critiquer Biya ne fait plus recette. Il y a des gens ici. Si on apprend qu'ils sont sur une chaîne dimanche, on ne regarde pas parce qu'on sait qu'il va critiquer Paul Biya. Mais quand tu critiques Paul Biya, qu'est-ce que tu dis de nouveau? Qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Tu ne dis pas ce qu'il a fait. Et tout le monde voit que ce discours perd en efficacité. Il nous faut recentrer notre discours sur ce qui est porteur d'espérance. Dire que Biya n'a pas fait ceci, ça ne veut pas dire que si nous on est à sa place, on sera capable de faire ça. Or, nous avons parlé d'alternance tout à l'heure. Il faut que dans nos agissements réside la capacité à faire croire à nos compatriotes que si nous sommes en fonction, nous allons faire mieux. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on veut. La seule chose que je suis en train de voir et que je suis venu dire ici aujourd'hui, c'est que notre pays est entré dans une logique de lobbying depuis un certain temps. Il y a quelques jours, les gens qui voulaient prendre le poste de ministre de la Santé, comme ils sentent un gouvernement arriver, il faut noisir Mamounda. C'est qui? Manaouda.
Il faut noircir Manaouda. Faire comme si c'est lui qui a volé l'argent du Covid. Nietzsche se met là, il parle. Mais nous savons qui est derrière Nietzsche. Et nous savons pour qui il fait tout ce tintamarre. Mais ce tintamarre dont vous dites là, est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de la task force? Ce tintamarre n'est pas à l'origine. D'abord, vous savez très bien que si vous avez bien observé la gouvernance de Biya, il ne réagit pas par rapport aux gens parce que vous faites le bruit dans les radios et les télévisions, il crée les organes. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc si on vous dit que le tintamarre de Nietzsche, Nietzsche demande la formation d'une commission d'enquête parlementaire, il ne demande pas la formation d'une task force. Eh bien, pour faire contrôler Manaouda, il n'a pas besoin de task force. Il a besoin que le conseil supérieur, comment ça s'appelle, le contrôle supérieur de l'État. D'ailleurs, la chambre des comptes de la Cour suprême a fait son travail. Elle a fait commis un rapport qui a épinglé un certain nombre de personnes. Et le président de la République a instruit le ministre de la Justice d'ouvrir des enquêtes via le secrétaire général de la présidence, qui a transmis la pensée du président de la République au ministre de la Justice. Donc sur ce plan-là, il ne faut pas venir se jeter des lauriers. Oui, j'ai fait ceci, on m'a écouté. Bon, en tout cas, si Nietzsche peut dire que Biya l'a écouté pour la première fois, c'est tant mieux, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, c'est que si nous luttons pour les valeurs, il ne faut pas que notre lutte soit à géométrie variable. Si vous estimez qu'il faut contrôler les fonds publics que le ministre de la Santé utilise, contrôlez aussi les fonds publics que le gouvernement verse à vos partis politiques depuis 10 ans ou 15 ans, que vous ne contrôlez pas. 225 millions au moins chaque année, depuis plus de 10 ans, qu'un parti politique comme le SDF reçoit. Depuis, personne n'a jamais fait un contrôle. Plusieurs millions. Il n'a pas reçu 225 millions chaque année, parce que cet argent dépend du nombre d'élus que vous avez. Comme ça diminue là, c'est en train de diminuer aussi. Mais l'argent qu'il a déjà reçu, qui se cumule à plusieurs milliards, Nietzsche n'a jamais demandé que Froundi donne les comptes. Il n'a jamais demandé au NEC de créer une commission d'enquête. Pourquoi il fait ça pour Manaouda? Hein? Peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est de son village, qui cherche à devenir ministre de la Santé. D'accord, d'accord. On n'est pas là pour laisser que la République fonctionne comme ça. L'opposition n'a pas pour rôle d'organiser la persécution de ceux qui sont au gouvernement. La task force a été créée très certainement pour accroître la cohésion dans la gestion de cette maladie. En commençant déjà par le discours. Nous avons vu comment il s'est développé dans le pays des discours parasites. Où on a dit, on cotise de l'argent. Quelqu'un s'est levé, il a dit que son parti politique crée une association suivie Cameroun qui va mobiliser. Ils ont mobilisé l'argent, c'est arrivé chez les populations. D'accord, d'accord. Ça s'est arrêté en route, en achat de voitures, de mariage des membres du parti qui n'étaient pas encore mariés, et patati et patata. C'est comme ça que c'est terminé. D'accord, d'accord. Et avec ça, l'opposition a pris un sacré coup. Que dès que nous voyons l'argent, on perd le nord. Justement, c'est le propre au niveau du Cameroun en général. Alors, Hassan Fouapon, jusqu'où ira la task force finalement? Alors déjà, il faut dire que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, les missions de la task force ne font pas mystère. Parce qu'en réalité, une task force, c'est une force opérationnelle, mais surtout une force de coordination. On peut se dire que ce qui a suscité la création de la task force, c'est le constat d'une absence de coordination, d'action, mais aussi de l'absence d'une coordination, de communication dans la riposte contre la pandémie de coronavirus. Et vous savez que on parle aujourd'hui d'une nouvelle variante, on parle des vaccins qui arrivent, et il faut bien que une équipe de coordination soit mise sur pied, et que cette équipe, il est normal que le chef de l'État la loge au secrétariat général ou bien à la présidence de la République, étant donné qu'il doit être au courant de ce qui se passe. La pandémie à coronavirus peut être considérée, ou bien le coronavirus lui-même, c'est-à-dire ce virus, peut être considéré comme un ennemi, au même titre que ceux qui attaquent
par les armes l'intégrité du territoire. Et il est normal donc que le chef de l'État se rassure que les actions soient coordonnées. Maintenant, des gens peuvent également faire des spéculations sur le fait que la création de la task force a été suscitée par peut-être un constat d'une mal ou bien d'une mauvaise gestion des fonds qui ont été alloués. C'est une grille de lecture, qui peut aussi peut-être qui peut être justifiée. Maintenant, jusqu'où ira la task force? Vous savez, la task force doit aussi également avoir obligation de résultats. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec les chantiers de la CAN, certes, les chantiers ont été livrés, mais on a quand même assisté à des prolongations ou des prolongements des délais, à des rallonges des coûts qui ne rassurent pas toujours le citoyen quant à l'efficacité de cette task force. Elle a donc obligation de résultats et de mon point de vue, les résultats ne seront observés qu'au terme de la riposte contre la pandémie à coronavirus. Sur le plan financier, est-ce que les coûts de la riposte auront été rationnels? Est-ce que l'argent aura été géré de manière rationnelle? Mais aussi, est-ce que les populations auront pu être suffisamment protégées grâce à la coordination de la task force? Voilà, de mon point de vue, les éléments sur lesquels on l'attend. Mais je pense, de mon point de vue, que sa création se justifie. Et d'ailleurs, de mon point de vue, elle arrive trop tard. Parce que la riposte qui a commencé depuis longtemps aurait dû déjà être coordonnée par la task force. On aurait évité ça. Cela aurait évité qu'on assiste à des, comme M. Elimbi Lobe disait, à une cacophonie parfois dans la communication et dans l'action du gouvernement, parce que la riposte implique plusieurs départements ministériels. Et vous voyez bien que dans cette task force, il y a le ministère de la Défense, il y a la délégation générale, la délégation générale à la sécurité nationale, il y a le MINAT. Il faut mettre à contribution toutes les forces de l'ordre, toutes les forces de sécurité, afin qu'effectivement que la riposte soit efficace. D'accord. Voilà, on va peut-être vous donner la parole parce qu'on veut sortir. Vous voulez ajouter? On veut sortir de cette émission finalement. Oui. Bon, écoutez, dans l'opinion, déjà on pense que la création de cet instrument de contrôle, c'est pour nuire au ministre de la Santé et au secrétaire général de la présidence de la République. Malheureusement, moi je ne vois pas ça comme ça. Le ministre de la Santé a sorti un document où il a donné une clé de répartition du montant qu'il a reçu. Et je crois que ceux qui sont chargés du contrôle de ce montant vont tenir compte de cette liste et vont voir dans chaque ministère comment l'argent a été utilisé. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Plutôt que d'accuser le ministre de la Santé, tout simplement pour des raisons que M. Limbi a dit tout à l'heure. C'est ça. Oui, alors que je n'ai pas fait le voyage pour rien. Je suis venu dire, laissez Malachi tranquille. Allez chercher vos postes ministériels, faites votre lobbying ailleurs. Parce que les gens veulent être ministres de la Santé. Il y a des gens qu'on connaît. Je n'irai pas jusqu'à là. Oui, moi je ne suis pas là-bas, je suis à côté de là. Je n'ai pas dit le nom, j'ai dit le nom de quelqu'un ici. Mais tout le monde sait quels sont ceux qui se battent pour être ministre de la Santé. Tout à fait, l'occasion fait le larron, parce que la pandémie donne beaucoup d'argent. Voilà, vous voyez donc la qualité des hommes politiques. Donc il y aurait un complot autour... Non, il y a toujours eu plusieurs ça. membres du gouvernement, et moi je tiens à dire ici que les Camerounais devraient concentrer leurs énergies, n'est-ce pas, sur les solutions à nous débarrasser de cette pandémie-là. Si quelqu'un a une solution, qu'il aille dans le ministère concerné, mettre sa proposition dans une boîte à suggestions. La solution, c'est qu'on t'enlève. Et non de se battre de manière obscure, n'est-ce pas, pour mettre les bâtons dans les roues aux membres du gouvernement qui, de jour comme de nuit, se battent, n'est-ce pas, pour la survie des Camerounais. D'accord. Voilà, on vous dit finalement merci d'avoir accepté de participer à cette émission, président Aladi Garba Baba. Merci d'être venu, on espère vous retrouver très prochainement sur nos plateaux. C'est ça. D'accord. Également à Abel Elimbi Lobe qui nous vient de Douala, on vous dit merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Et vous disiez dernièrement que vous voulez nous voir à Douala. Camdis a déjà ses bureaux à Douala. Mais on attend votre signal. Vous aurez notre Je vous signal. apporte les revendications des populations de Douala qui veulent vous voir dans les moyens qui sont les plus répandus maintenant. Lesquels par exemple? Canal Sat, on vous attend. Voilà. Venez comme ça.
parce que vous savez, je soutiens la diversification des sources d'information. Nous avons vu les dérives que le fait qu'une chaîne de télévision contrôle le monopole de la parole anti-gouvernementale, entre guillemets, nous a amené à des dérives extrêmement graves. Donc, je fais partie de ceux qui ont prêté main forte à l'émergence d'autres chaînes de radio et de télévision pour que les Camerounais écoutent des sons différents. C'est dans le même esprit que j'ai soutenu l'émergence dans la diaspora des Camerounais qui sont dans la diaspora mais qui ne se sentent plus concernés par la lutte des casseurs d'ambassades. Parce que c'était devenu comme si la diaspora, c'est elle qui casse les ambassades. Elle n'a qu'une seule parole, celle que pour ceux qui se répandent maintenant en demandant pardon à gauche, comme s'ils ne savaient pas que casser une ambassade est une mauvaise chose. D'accord. D'accord, c'est clair que la direction générale de Cam10 Télévision suit très parfaitement ce que vous avez dit tout à l'heure et vous allez nous voir dans les canaux que vous avez cités tout à l'heure. Vous allez nous voir, il y a ces canaux-là et nous serons présents. Mais déjà à Douala, Cam10 a son siège régional. Vous aurez les détails dans de très prochains jours sur la situation géographique du siège régional de Cam10 pour le littoral. Et j'espère que très bientôt, une émission comme celle-ci, le grand débat, sera tournée en direct de Douala. À Douala, donc ça arrive progressivement. Il va venir des écarts. Pardon? Il viendra des écarts. D'accord, voilà. Tu nous apporteras les nouvelles de l'UPC. Naturellement, il viendra des écarts. Alors, Hassan Fouapon, merci d'avoir répondu présent ce matin. J'espère encore vous retrouver dimanche prochain pour le même exercice. Alors, tant que vous avez besoin de moi et que je suis disponible, je ne peux pas ne pas être là. Surtout que le débat à Cam10, le grand débat, c'est un débat surtout à visée instructive. Il y a des gens qui aiment les débats où on se déchire, où on s'attaque sur les plateaux, où on s'insulte. Nous ici, nous avons une visée essentiellement éducative, essentiellement pédagogique. Et lorsque nous venons sur le plateau, c'est pour donner l'information et non pour désinformer. Super, c'est pour ça que Cam10 Télévision, c'est la télévision des 10 régions, la télévision républicaine. Nous participons à la construction de l'édifice national. Florence Dikoumé, ce fut un plaisir de vous recevoir. On espère que le planning du RDPC nous donnera raison encore un dimanche qui arrive. Non, mais le RDPC se fait toujours le plaisir d'être sur votre plateau. Parce que le souci du RDPC, c'est d'éclairer l'opinion, d'amener les Camerounais à ne plus s'abreuver à mauvaise source, de comprendre un peu comment est-ce que fonctionne la gestion des affaires de la cité. Alors, de ce, c'est vrai, n'est-ce pas, de ces gens qui racontent n'importe quoi, des histoires sans fondement. Aujourd'hui, on a parlé des 30 ans du renouveau, on a parlé de la task force, n'est-ce pas, au niveau du secrétaire général de la présidence. Je sais déjà qu'avant ça, ils étaient déjà hyper informés par des choses qui ne tenaient pas la route. Aujourd'hui, ils savent où se trouve la vérité. D'accord, merci bien. Le 20h30 de ce jour sera présenté naturellement par Chantal Yao. Dès demain lundi, ce sera le tour de Claude Maillot de vous servir le plat de résistance du grand format de l'information sur Cam10 Télévision. Quant à moi, je vous reprends dimanche prochain quand il sera 11h. Restez des nôtres sur la plus républicaine des télévisions Cam10. Bien, bonsoir.
On devrait faire ça cet après-midi. Non, on y croit. Vous les sortez de la friteuse. Femme, on ne fait